Première session ordinaire du bureau politique du Parti Bloc républicain, c'était aujourd'hui au Palais des Congrès de Cotonou. Les amis et camarades de Abdoulaye Biot-Chané ont pris beaucoup de résolutions et bien des choses ont été dites à cette session. Pour en parler, nous avons fait appel à celui qui assurait la maîtrise de la cérémonie là-bas. Je vais nommer Fred Kouenou. Fred Kouenou, qu'on ne présente plus et à qui nous allons demander de se présenter de nouveau pour permettre à nos téléspectateurs et internautes de revivre le nouveau Fred Kouenou. Lui essaiera de nous expliquer tout ce qui a été à cette session afin que les Béninois et les membres du Parti Bloc républicain puissent être au fait des déroulés de cette session à laquelle tous étaient invités. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le grand oral de ce jour que nous tenons, comme d'habitude, dans le studio Abdoulaye Biot-Chané, nom du président du parti de M. Fred Kouenou. M. Fred Kouenou, bonjour et bienvenue à notre invitation. Bonjour M. Takou et merci à vous de me recevoir et je salue tous les internautes, tous vos auditeurs, tous ceux qui sont habitués et abonnés à votre chaîne et qui nous suivent. Merci à vous. Je vais conduire cette émission comme à l'accoutumée avec mon DG Akilou, qui est aussi journaliste sur ces chaînes de télévision. Akilou, merci de te recevoir et de m'accompagner toujours sur ce périple. C'est un honneur pour moi chaque fois d'être présent sur ce plateau. Merci de toujours m'inviter. Monsieur Fred Kouenou, bienvenue sur ce plateau. Merci Monsieur Akilou. Comme Takou le disait, c'est un plaisir de vous recevoir parce que vous êtes un acteur qui a marqué ces dernières années la politique béninoise depuis presque une vingtaine d'années. Et il continue. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas demander aux amis d'observer une minute de silence. Je n'ai pas trop le sourire parce que je suis éploré. J'ai perdu une amie, une grande amie, Okumansou Odette, père à l'âme disparue, et j'invite tous ceux qui le suivent de s'unir dans leur intention au profit de la disparition de cette sœur. Chers invités, comme je disais tantôt, nous avons laissé le soin de vous présenter vous-même. Tout ce que nous savons, vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain, mais Fred Kouenou, c'est qui? Merci Monsieur Takou. Je suis Fred Kouenou, je suis politologue, consultant de formation sur des questions de jeunesse et des questions d'intégration sous-régionale. Et au sein du Bloc républicain, je suis militant du Bloc républicain, membre du bureau politique national du parti. Une fois de plus, je vous remercie, vous et M. Akilou, de nous recevoir et de nous donner la parole. Merci. Et comme première question, aujourd'hui, c'est la session ordinaire de votre parti. Ordinaire parce que ça ne relève plus du nouveau. C'est la tradition chaque année. Mais quelle est la particularité de la session de cette année? Monsieur Takou, vous savez, c'est la première session ordinaire, certes, de cette année 2024, mais c'est aussi la première session ordinaire de notre bureau politique depuis la tenue du congrès extraordinaire du parti le 9 septembre 2023, lequel congrès a accouché de nouvelles dispositions statutaires avec la modification des statuts, avec un bureau politique plus élargi, avec un bureau exécutif national de 53 membres, avec à sa tête un secrétariat exécutif de 9 membres, dirigé, présidé par le président Abdoulaye Biot-Chané, assisté de 8 vice-présidents. Donc, au lendemain du congrès, c'était normal que nous puissions nous retrouver par respect aux dispositions statutaires, que nous puissions nous retrouver à cette première session ordinaire. Et donc, laquelle session visait à faire le point des activités du bureau exécutif national et du comité exécutif depuis le dernier congrès, de la mobilisation au sein du parti et de faire valider certains documents stratégiques du parti par le bureau politique conformément au statut et au règlement intérieur de notre parti politique.
Monsieur Fred Renou, au sorti de cette session-là, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Quelles sont les innovations que vous avez apportées et les actions auxquelles on peut s'attendre? On peut retenir nos compatriotes et nos concitoyens. Vous savez, d'abord, nous sommes des républicains. Nous considérons tous les Béninois comme d'abord tous nos concitoyens comme de potentiels adhérents à notre parti politique, parce que tous ceux qui veulent mettre leur espérance dans le cœur invincible de la République sont avec nous. Donc, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que depuis le 9 septembre, nous avons un bureau exécutif national qui a travaillé d'abord à la remobilisation de notre base politique à travers les différents départements. Il y a eu une tournée nationale qui a été effectuée, lancée par le président du parti, le président Blebio Tchane à Ouida, et qui s'est étendue sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, le comité exécutif et le bureau exécutif national ont travaillé naturellement à continuer de soutenir l'action du gouvernement, que ce soit à travers les ministres qui sont membres du bloc républicain et qui, sous l'autorité du chef de l'État, conduisent l'action gouvernementale, que ce soit à travers nos députés à l'Assemblée nationale, qui portent nos convictions sur le banc parlementaire, qui portent nos idées, nos valeurs. Donc, tout ce travail a été fait dans une période de 6 ou 7 mois. Et si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, c'est pour valider le rapport de travail de ces différentes instances de notre parti, à savoir le comité exécutif national et le bureau exécutif national, d'une part. D'autre part, c'est pour prendre de nouvelles résolutions, notamment dans le cadre d'une approche nouvelle pour la mobilisation des ressources financières de notre parti politique. Vous savez, les grands partis comme les nôtres ont besoin de ressources pour exister, pour fonctionner, pour travailler, pour être au cœur des préoccupations de nos compatriotes. Et donc, nous avons décidé, sous la conduite de notre vice-présidente chargée des questions de mobilisation de ressources financières, à la personne de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Adiat Matis, qui nous a proposé un autre plan de mobilisation des ressources, lesquelles ressources doivent être désormais mobilisées soit au niveau des cadres, mais en même temps de tous les militants, même juste dans les communes. Aujourd'hui, le bloc républicain ne se contente pas seulement de la subvention de l'État, la subvention que l'État apporte aux partis politiques, mais nous avons aujourd'hui des militants qui sont prêts à mettre la main à la poche et veulent construire leur parti politique. Oui, monsieur Renou, votre financement, je crois que ça n'intéresse pas trop les Béninois. Ce qui intéresse nos compatriotes, et ça, le président Blebio Tchane l'a dit dans son discours, de savoir avoir une écoute aux problèmes de la République, parce que vous êtes un parti au pouvoir, et quand on est parti affilié à un pouvoir qui a fait des réformes, son label, le président Blebio Tchane disait que vous ne devez plus être des gens qui vont à la base critiquer, mais apporter des solutions, dire l'essence des réformes qui ont été prises. Est-ce que votre école de parti est suffisamment outillée pour vous permettre d'avoir ce background capable de justifier les positions du gouvernement auquel vous appartenez? Monsieur Tako, nous sommes un parti de gouvernement et un grand parti de gouvernement. Mais en même temps, ce que le président du parti a essayé de dire, c'est que nous soyons davantage un parti de solutions, que nous puissions trouver les solutions aux préoccupations des Béninois, mais que nous n'agissons pas comme comme la rue, parce que un parti de gouvernement ne peut pas s'accommoder de populisme et de démagogie. Donc, notre centre d'intérêt, ce n'est pas de répéter ce que la rue demande, parce que parfois, les préoccupations de nos compatriotes peuvent être contradictoires. En tant que parti politique, c'est à nous de mettre de l'ordre dans ces idées. Donc, c'est ce que le président me demande. Oui, nous sommes outillés. Et si vous m'aviez laissé aller au bout de mon développement, vous auriez constaté qu'en dehors de la mobilisation des ressources financières qui sont très importantes, parce que un parti politique, pour pouvoir aller vers les populations, pour être un parti politique porteuse de solutions, nous avons besoin de moyens. Mais vous avez l'appui financier de l'État. Oui, mais cet appui financier de l'État ne suffirait pas
pour combler cette vaste ambition que nous nourrissons pour nos concitoyens. Et il faut désormais que tous les militants puissent participer à l'effort pour le salut commun. L'effort pour le salut commun, c'est doter notre parti politique des moyens conséquents pour agir. Et dans la même veine, si vous parlez tantôt de notre école de formation politique, qui a aussi besoin de moyens, non seulement pour aller sur le terrain, pour recueillir les préoccupations de nos compatriotes, pour faire des analyses et afin de trouver les solutions, ou bien faire des propositions, soit au gouvernement, ou soit faire des propositions à l'Assemblée nationale à travers nos députés pour porter des propositions de loi. Nous avons des compétences, nous avons toutes les compétences qu'il faut. Je voudrais vous rappeler que cette école de formation est dirigée par un grand universitaire, en la personne du professeur Bako, et qu'autour de lui, il y a des cadres et des talents nécessaires qui réfléchissent à ce que le Bénin doit être. Je vous rappelle que le Bloc républicain est un parti qui soutient les actions du gouvernement, mais c'est aussi un parti qui a un projet de société, qui a une vision. Nous parlons de la nécessité de rassembler pour construire le Bénin nouveau, parce que nous disons plus unis, plus forts pour construire notre pays. Et donc, oui, cette école de formation a les capacités d'y arriver, comme en même temps, puisque vous en parlez, nous avons aussi une capacité d'analyse de la situation politique nationale, en tenant compte des réalités de notre pays, comme en tenant compte des réalités qui se déroulent ailleurs et qui ont des influences sur nous, ce qu'on peut appeler les phoques exogènes. Très bien. Je vous suis bien, et aujourd'hui, il a aussi été question du code électoral. Ça a été réellement débattu là-bas. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire à nos compatriotes béninois qui nous suivent et qui savent très bien que vous revenez d'une session où il a été question du code électoral. Qu'est-ce que vous avez, quelle nouveauté vous avez apporté à la justification autour de cette affaire de code électoral? Depuis le départ, la position de notre parti politique est claire sur ce code électoral. C'est un code qui vient renforcer l'esprit du système partisan, qui à la base, en fait, demande ou exige aujourd'hui aux partis politiques d'être plus conséquents envers eux-mêmes et envers nos concitoyens. Il s'agit désormais d'avoir une étroite collaboration entre les Béninois à la base et les partis politiques. Comme j'ai l'habitude de le dire, un code électoral, c'est l'expression de la pensée de nos compatriotes qui doit être transcrite en action par les partis politiques. En exigeant que les partis politiques aient 20% dans chaque circonscription électorale, en dehors des 10% sur le plan national, avant de pouvoir lever les sièges aux élections législatives, qu'est-ce que le Code demande? Le Code demande plus d'implication, le Code demande une étroitesse de relations entre désormais les acteurs politiques et nos concitoyens en tenant compte de leurs aspirations. Parce que si les Béninois, à la base, n'ont pas l'impression que leurs préoccupations sont prises en compte par les partis politiques, ils ne soutiendraient pas visiblement ces partis politiques. Aucun parti aujourd'hui ne peut se dire qu'il aura les 20% s'il ne fait pas un travail de proximité, s'il ne fait pas un travail d'échange et d'écoute de nos concitoyens. Alors, dans ce cas, le code électoral n'a il n'y a aucune ambiguïté sur, comment on appelle, l'objectif du code électoral. Le code ne vise pas l'exclusion, mais le code vise plutôt le rassemblement. Parce que demander à des partis politiques de faire un plus grand effort pour avoir un pourcentage de 20%, un pourcentage plus élevé, c'est leur demander d'aller au contact de nos compatriotes. Parce que ce sont nos compatriotes qui portent les aspirations. Vous n'êtes pas sans savoir, aux dernières élections législatives, il y a eu plus de 2,5 millions de Béninois qui se sont abstenus. Cela montre qu'il y a une forme de méfiance et de défiance des citoyens béninois à l'égard des acteurs politiques, à l'égard de la chose politique, et il faut combler ce déficit. Autrement, nous ne pourrions pas avoir de grands partis capables d'apporter des réponses rassurantes aux préoccupations de nos compatriotes. Monsieur Fred, est-ce que réellement vous pouvez rassurer les populations sur le code alors qu'elles ont d'autres préoccupations comme le maïs, les bavures policières et autres? Est-ce que réellement vous êtes au sein de cette population-là? Est-ce que vous la comprenez? La cherté du prix du maïs, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. D'abord, nous ne sommes pas encore dans la période du maïs. Et quand on n'est pas dans les périodes, qu'est-ce qui se passe? La demande est toujours supérieure à l'offre. Et quand la demande est supérieure à l'offre, il y a l'inflation. Nous sommes d'accord. Nous sommes aujourd'hui dans
dans cet engrenage. Mais dans le même temps, cela pose un problème sur lequel notre parti a toujours réfléchi. Cela pose le problème de productivité de notre pays. Nous ne produisons pas assez. C'est-à-dire que il n'y a pas, nous ne pouvons pas sur ce plateau, M. Takou, M. Akilou, vous ne pourrez pas inviter un parti comme le Bloc républicain et vous attendre à ce que nous tenons un langage de rue, un langage de bar ou de buvette. Nous ne pourrons que vous tenir un langage scientifique parce que nous, aujourd'hui, nous dirigeons l'État. Nous avons la responsabilité de trouver des solutions rassurantes aux préoccupations de nos compatriotes. Nous ne sommes pas dans la démagogie. Le maïs n'est pas devenu cher parce qu'il y a mauvaise gouvernance dans notre pays. Le maïs est cher parce que, un, nous ne sommes pas dans la saison. Deux, nous n'avons pas suffisamment de produits en réserve et la demande crée l'inflation. C'est clair, c'est connu. D'ici 2 ou 3 mois, on sera rentré dans la saison et les prix vont chuter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que cette situation ne soit pas? C'est la réflexion de notre parti politique. Aller davantage dans la production. Parce qu'un pays qui est incapable de produire ne peut pas espérer le miracle. La richesse se situe dans la production. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec les militants et avec nos concitoyens à leur faire comprendre que nous devons changer de paradigme. Et à mon avis, c'est tout l'honneur de l'action gouvernementale dans notre pays depuis 2016. Il est vrai que nos compatriotes qui étaient habitués, jadis, comment on appelle, à une vie plus ou moins contraignante, doivent comprendre aujourd'hui que le progrès n'est pas possible sans ténacité. Le progrès est une marche qui exige ténacité et vérité. Et quand vous parlez des bavures policières, oui, malheureusement, c'est cyclique et dans tous les pays où les forces de l'ordre interviennent, parfois, il y a des bavures parce que tout ce qui se fait est humain. Mais on ne peut pas, nous sommes des républicains, pour autant jeter la pierre à notre police nationale, qui fait un travail formidable. Sans la police républicaine, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a de paix pour aucun d'entre nous. Oui, il y a des actions qui sont regrettables dans le cadre aujourd'hui de la répression. Mais je veux que nos concitoyens comprennent. Et c'est la vision de notre parti politique sur la sécurité nationale, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il y a un ensemble de mesures qui partent de la formation, de la sensibilisation, de la dissuasion jusqu'à la répression qui doivent constituer des digues légales et morales pour permettre que nous puissions sécuriser notre pays. Monsieur Takou, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, comme tous les pays africains, nous sommes confrontés à 2 maux. Nous sommes confrontés au fanatisme religieux qui, à tout moment, peut utiliser des forces internes pour menacer notre sécurité, mais nous sommes encore sur le plan culturel, confrontés à une sorte de mercantilisme qui fait que aujourd'hui nous sommes plus menacés dans notre société. Et donc, nous avons besoin de la police. Si nous jetons la pierre à la police, qui va assurer notre sécurité? Si nous jetons la pierre à la police, qui va mettre de l'ordre? Très bien. Jetons la pierre à la Monsieur Renou, moi, je vous ramène encore à votre session d'aujourd'hui où il y a eu question, évidemment, du code électoral qui a débouché sur une difficulté. Parce que, contrairement à l'UP et le Renouveau, le BR, votre parti, n'a pas pu, aux récentes législatives, obtenu les 20% dans certaines circonscriptions, à savoir la 6e, la 10e, la 12e, la 15e et la 16e. Face à cette difficulté, est-ce que votre session a pu accoucher d'un gris-gris qui puisse vous aider à rassurer ceux qui vous suivent? Il n'y a pas de gris-gris possible, ou si vous voulez, le seul gris-gris qui est possible, c'est le travail. Et aujourd'hui, notre bureau politique a, dans sa résolution, recommandé. Et ça a été d'abord transcrit dans le discours du président Biotchane, qui invitait chacun d'entre nous à plus d'engagement, à plus de militantisme, à plus de conscience et à plus de détermination dans notre volonté de rassembler nos compatriotes. Et pour les rassembler, on peut les rassembler que sur la base de nos valeurs, de nos idées, de nos convictions, de notre passion pour notre pays. Et c'est cela que nous avons l'obligation désormais de partager avec nos concitoyens dans toutes les circonscriptions. Je vous rappelle que nos députés à l'Assemblée ont voté ce code électoral à l'unanimité, nos 28 députés. Donc, ils étaient bien conscients des difficultés que notre parti a eues aux dernières élections législatives. Pourtant, ils ont mis devant l'intérêt de la nation. Parce que, en fait, on n'est pas républicain quand on n'a pas en soi la volonté de transmettre un avenir meilleur à ceux qui viendraient après nous.
Et donc, nous pensons que ce code, en tout point de vue, nous enjoint, nous premiers, nous sommes les premiers, nous enjoint à travailler davantage, nous enjoint à aller vers les populations. Pourquoi on n'a pas eu 20% en 2023 dans ces circonscriptions que vous avez citées? C'est parce qu'à un moment donné, nous avons manqué d'efficacité sur le terrain. Nous avons peut-être manqué d'approche dans des solutions novatrices par rapport aux préoccupations de nos compatriotes, de nos concitoyens, et nous n'avons pas pu gagner leur confiance. Maintenant, nous sommes conscients déjà de notre handicap, et notre devoir, c'est de travailler à lever ces handicaps. Et je crois qu'à partir de ce soir, tous nos concitoyens, tous les membres du bureau politique sont conscients qu'il faut repartir sur le terrain. Très bien. Une autre difficulté qui est sortie de la brillante intervention, communication du vice-président Barthélémy Kassa, il découvre et il le dit qu'aujourd'hui, le parti, le BR, est confronté à cette difficulté de suscitation de candidature à l'ancienne et que cela n'augure pas d'une bonne image d'un parti politique, en l'occurrence le BR. Parce qu'il y a des cadres du BR qu'on voit dans cette coulée. Vous, après la session, est-ce que vous avez trouvé une solution à ce problème? La solution est déjà tout trouvée. Vous savez, d'abord, il y a certes des cadres du BR qui, en dehors du parti, peuvent se permettre ces écarts qui ne sont pas des écarts qui renforcent la réforme du système partisan et qui fragilisent davantage notre parti politique. Et je crois que, comme vous l'avez dit, le vice-président Kassa l'a ressorti dans sa présentation de la situation politique, dans son analyse, dans son examen de la situation politique de notre pays. Et en même temps, il nous invite à prendre conscience de ce que nous ne pourrions pas construire sur du sable mouvant. Ces suscitations de candidatures à gauche et à droite, en réalité, ne reposent sur rien. Parce que ce sont aujourd'hui les partis politiques qui doivent avoir les projets de société, qui ont des visions, qui peuvent conduire l'action du gouvernement, qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, qui travaillent pour la République des territoires, dans nos communes. Ça doit être à ces partis de porter des candidats. Et donc, parce que nous sommes à une époque où, en fait, nous ne pouvons plus attendre à la tête de nos États des messies, mais nous devons avoir des épopées collectives qui sont portées par des ambitions politiques que représentent les partis politiques. Donc, il a attiré notre attention sur ça. Et croyez-moi, chaque membre du bloc républicain aujourd'hui a compris qu'il est important de resserrer les rangs. Parce que sans le parti, nous tombons tous. Et sans le parti, nous ne serons pas capables de construire un pays qui soit stable. N'oubliez pas, l'esprit de la réforme du système partisan depuis 2018, c'est de mettre les partis politiques au cœur du processus de développement national. Parce que c'est les partis politiques qui doivent proposer et parrainer les duos de candidats. Et c'est le président élu en duo qui va déterminer la politique de l'État sur 5 ans. Donc on ne peut pas le faire sans les partis politiques. Tous ceux qui se livrent à cette aventure sont condamnés à aboutir à un cul-de-sac finalement. Monsieur Fred, et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ces cadres-là qui se mettent dans ces suscitations-là? Parce que s'il n'y a pas de sanctions, les gens vont continuer. Ah non, les sanctions existent aujourd'hui. Et ça a été rappelé aujourd'hui. Notre bureau politique, le bureau politique a pour responsabilité même les cadres qui sont en délicatesse vis-à-vis de nos tests. Et aujourd'hui, je crois que toutes les dispositions sont prises. Ceux qui s'adonnent à ça seront sanctionnés. N'est-ce pas un simple rappel? C'est net. Non, ce n'est pas un simple rappel. Parce que on a pris toutes les dispositions. Le mécanisme du bureau politique a été enclenché aujourd'hui. Et je crois que chacun a conscience désormais de là où nous allons. Chacun sera mis devant ses responsabilités. En tout cas, vous n'apprendrez pas qu'au sein du bloc républicain, qu'il existe un clan qui appelle ou bien qui suscite la candidature de qui que ce soit jusqu'à ce que le débat ne soit fait. Comme le chef suprême de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon, a adoré l'orientation, et il ne peut en être autrement. Parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui au bloc républicain, c'est aller jusqu'au bout des engagements. Très bien. Oui, Monsieur Fredon, de la question des accords de législature, je sais que vous êtes déjà en accord avec l'UPR, le Renouveau. Est-ce à dire
que le candidat, enfin le duo qui sortira de cet accord sera un duo UPR président, BR vice-président? Ah non, pas forcément. Le BR aujourd'hui a tout le mécanisme et tous les atouts nécessaires pour avoir son propre duo de candidats. Il n'est pas dit que le duo qui sortira sera un duo UPR-BR. Nous n'en sommes pas encore là. D'accord? C'est des possibilités, mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'au regard des parrains, le BR a 28 députés, le BR a 29 maires, donc le BR est capable d'aller à une élection présidentielle aujourd'hui seul. L'accord de législature qu'il y a aujourd'hui entre le BR, c'est l'accord qui permet de diriger la 9e législature, notre Parlement. Il y a un accord parce qu'aucun des deux partis politiques, UPR ou BR, n'a réussi à avoir la majorité absolue pour gouverner seul. Donc, il y a un accord qui nous permet de gouverner. C'est dans ce cadre que nous avons deux éminentes personnalités du BR qui sont membres du bureau politique, membres du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, l'actuel code électoral que vous avez voté, promulgué et qui est en vigueur, il permet à ce qu'on parachute un ovni pour être porté par un parti politique, peut-être le Bloc républicain. Non, c'est pas possible. Si, non, c'est dit. Le code dit clairement que, à moins qu'il y ait un accord de gouvernance entre deux partis politiques, alors les députés ou les parrains peuvent parrainer un des candidats de ces partis. Je viens. Oui. Si quelqu'un sort, le chef de l'État, vous êtes ses propriétés. Oui. Vous, deux partis. Ah non, nous ne sommes pas ses propriétés. Ah non, nous soutenons les actions du président de la République. Non. Comment pouvez-vous penser qu'un parti politique puisse être la propriété d'un seul individu, qui fut-il le président de la République? Non, peut-être le mot est fort. Oui, vous êtes en accord avec le président. Nous sommes en accord, nous soutenons le président. Très bien. Parce que nous accompagnons. Très bien. Dans ces conditions, si vous avez quelqu'un au BR pour dire, bien que la personne ne soit pas de votre parti, votre militant, qui vous dit, bon, c'est celui-là que vous soutenez. Quelle est votre position? Non, le président de la République n'est pas dans cette approche avec nous. Il ne nous a pas habitués à cette approche. Je pense que le BR est un parti responsable. Et en son temps, nous allons réfléchir sur toutes les possibilités. Bien sûr, rien ne se fera sans la caution morale du président, parce que n'oubliez pas, c'est lui qui, pendant 10 ans aujourd'hui, est au charbon. Et donc, il faut que celui qui vienne après lui puisse aussi, dans notre majorité, avoir sa caution, que nous soyons conscients que les 10 ans du président ne seront pas une parenthèse de l'histoire. L'ami du président, Olu Bokor, est-il de votre parti? À ma connaissance, il n'est pas membre de notre parti politique. Et s'il venait un jour que le président décidait que vous le souteniez, par quelle alchimie est-ce que nous pourrions soutenir quelqu'un qui n'est pas membre de notre parti politique, et je ne sais pas s'il est membre d'un parti avec lequel nous pourrions avoir un accord. Et à ce que je sache, jusqu'à maintenant... Par contre, vos cadres font partie de ceux qui suscitent sa candidature. Oui, mais écoutez, à un moment, je peux dire que nous sommes dans une indispensable respiration démocratique où chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut jusqu'à ce que l'étau se resserre. Aujourd'hui, tous nos cadres savent qu'ils n'ont pas intérêt à naviguer ils n'ont pas intérêt à naviguer avec les vents contraires. Ils ont intérêt à aller dans le sens du parti, dans le sens des réformes et dans le sens du nouveau code électoral. Vous comprenez une chose. Aujourd'hui, celui dont vous parlez, c'est une aventure qui semble être une aventure personnelle et individuelle. Ce n'est pas une aventure qui puise sa source dans les partis politiques. Et à partir de cet instant, nous ne pourrons pas, comme je l'ai dit tantôt, nous prêter aux aventuriers qui n'ont pas de base et qui ne savent pas où ils vont. Parce que ceux qui sont, que ce soit lui ou d'autres, ceux qui sont dans cette perspective, quelle est la fin? À moins qu'ils soient dans la logique, encore que cette logique n'est plus possible aujourd'hui, parce que aujourd'hui, avec le nouveau code, les potentiels parrains, députés ou maires, ne peuvent parrainer que candidats de leur parti politique. Et donc, s'ils étaient encore dans cette perspective, parce qu'ils se disaient, on peut à la dernière minute débaucher des députés comme cela se faisait par le passé, aujourd'hui, une fois de plus, ce code vient renforcer. J'espère qu'à quelques mois du dépôt des candidatures, il ne pourrait pas devenir un membre du parti bien. Parce qu'il a le profil. Oui, est-ce qu'on va lui proposer de ne pas rentrer dans le parti politique? Comme c'est 6 mois, 7 mois avant les présidentielles. Est-ce que vous savez que les élections présidentielles
dans le monde en rupture dans lequel nous évoluons depuis une dizaine d'années, exige du sang-froid, exige un caractère. Il s'agit d'élire à la tête de notre pays quelqu'un qui a une colonne vertébrale, une aptitude au commandement. Il ne s'agit pas, excusez-moi, ce n'est pas un concours de cosmétiques, d'accord? Ou ce n'est pas voilà. Donc, il faut que nous ayons des gens qui aient un parcours, qui aient une vision, que nous avons vu à l'œuvre. Et donc, vous pensez que du jour au lendemain, des culs-d'âme peuvent rejoindre un parti politique et on met tous les autres sur le banc de touche et on les porte devant. Pourquoi? Parce qu'ils auraient quoi de plus que les autres? Ils seraient plus riches? Ils seraient plus beaux? Ils seraient plus grands? Non, en fait, parce que la question, comme je l'ai dit, il s'agit d'avoir une aptitude au commandement et d'avoir une vision politique claire. Il s'agit aujourd'hui d'avoir fait les preuves dans les partis politiques, qu'on sache ce que chacun vaut et qu'est-ce que chacun pense du pays. Vous pensez que parce que les gens sont beaux, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont riches, ils peuvent être président de la République? Nous ne pourrons pas banaliser et continuer de banaliser aussi facilement la fonction présidentielle. Très bien, la technique me fait les yeux déjà que nous avons déjà atteint la limite du temps qui nous a été imparti. Alors j'aimerais demander à notre invité son mot de fin, comme on le dit si habilement. Monsieur Takou, je voudrais vous remercier aussi Monsieur Akilou, remercier tous les internautes, tous ceux qui nous suivent sur votre plateforme et les rassurer que notre parti, le Bloc républicain, est un parti qui est résolument engagé à trouver des solutions à nos concitoyens. Nous voudrions être sûrs que quand nous disons aux Béninois « dormez bien », nous voudrions être sûrs qu'ils dorment en paix et en sécurité. Nous voudrions être sûrs que quand nous disons aux Béninois « nous allons vous donner de l'eau et de l'électricité », nous voudrions être sûrs qu'ils l'aient. Voilà pourquoi nous sommes un parti de gouvernement, parce que nous sommes responsables. Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous ne sommes pas dans le populisme. Nous ne promettons pas pour ne pas le faire. Donc, je souhaite que les Béninois nous fassent confiance. Dans leur amour les plus reculés, qu'ils sachent que nous sommes un parti solution. Et que chaque jour qui passe, et en témoigne aujourd'hui la tenue de notre première session de cette année pour le compte de notre bureau politique national, qu'ils savent que nous ne cessons de réfléchir, de prendre des dispositions pour eux. Et puis, M. Takou, pour vous-même, pour votre équipe, j'ai été touché par l'annonce que vous avez faite au début. Je voudrais vous présenter toutes nos condoléances. Au sein du Bloc républicain, aujourd'hui, nous avons aussi fait une minute de silence en l'honneur de tous nos camarades qui sont tombés. Et à vous, à votre famille et à toute votre équipe, je dis toutes mes condoléances. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes déjà à la fin de cette émission qui s'avère très courte en termes de temps. Et vous l'avez entendu, vous l'avez compris, M. Renou l'a précisé, Olivier Bokor n'est pas du Bloc républicain et sa démarche ne cadre pas avec l'esprit du système partisan qui est prôné. Le code électoral qui a été voté, à leur session, ils ont été un peu plus clairs. Et l'invité l'a précisé aussi, le Bloc républicain est un grand parti au service du peuple béninois, un parti qui est un parti de solution, comme il a ceci bien le dit. Donc, souhaitons que tout ce qui a été dit à cette session soit traduit dans les faits au profit des populations. Mesdames, Messieurs, avant de vous remercier, je vais faire un clin d'œil à notre service technique qui nous a toujours aidés et qu'on oublie toujours de remercier. Monsieur Gérard, Monsieur Hamza, Gaza, merci de nous accompagner toutes les fois que nous aurons envie de tenir ce grand oral. Je vous remercie.